Si vous aviez vraiment très faim, seriez-vous prêt à manger un cadavre humain? Je vais vous raconter l'histoire de Farman et Arif Ali, deux frères cannibales. L'histoire commence en 2011 à Darya Khan, un village du Pakistan. Saira Parveen meurt d'un cancer de la gorge à seulement 24 ans et sa famille organise son enterrement. Le lendemain, des femmes de sa famille se rendent au cimetière pour se recueillir sur sa tombe, mais là, c'est l'horreur. Là où se trouvait auparavant le corps de Saira, il y a maintenant un grand trou et Saira a disparu. La famille Parveen est superstitieuse, donc spontanément ils vont penser à de la sorcellerie. On aurait volé le corps de Saira pour faire de la magie noire avec. Les femmes se précipitent chez elles pour informer leur frère Aijaz de la situation. Heureusement pour la famille, ils s'entendent très bien avec les anciens du village qui sont des personnes très influentes et c'est eux qui vont se charger d'appeler la police. Alors l'enquête va être prise très au sérieux. Évidemment, la première personne à être interrogée, ça va être le gardien du cimetière. Il s'appelle Ghulam Hussein Baloch et immédiatement, il va avoir deux noms à la bouche. Il est persuadé que les coupables sont deux frères, Farman et Arif Ali. Ils sont âgés respectivement de 34 et 37 ans et ils passent beaucoup de temps au cimetière. En plus de ça, il leur arrive de venir et de repartir avec une pelle et parfois même avec de grands sacs. Me demandez pas pourquoi le gardien n'a rien fait et pourquoi il laisse des personnes venir avec des pelles et des sacs dans le cimetière qui vérifient pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. J'en sais rien, clairement c'est le gardien de cimetière le plus nul au monde et j'espère qu'il a été viré après cette histoire. Toujours est-il que cette histoire fait du bruit au village et qu'un attroupement se crée au cimetière. De nombreuses personnes vont alors confirmer les dires de Ghulam Hussein. Effectivement, ils sont eux aussi persuadés que les frères Farman et Arif ont quelque chose à voir avec cette histoire. Eux aussi les croisent souvent au cimetière et en plus ils sont un peu bizarres. Pour confirmer cette information, la police va alors engager un koji. C'est un détective qui est spécialisé dans les traces de pas, les empreintes, la recherche d'indices et également les interrogatoires de témoins. Et le koji est formel. Pour lui aussi, tous les indices récupérés mènent à Farman et Arif Ali. Les policiers se rendent alors chez eux. Les deux frères vivent ensemble dans une maison reculée à l'écart du village avec leur sœur Nusrat. Nusrat est lourdement handicapée physiquement et mentalement. Arif a lui aussi un retard mental, tandis que Farman est un homme très intelligent. Il avait commencé des études de sciences, mais il les a soudainement abandonnées puisqu'il est tombé dans la drogue. Et comme c'est quelqu'un de très timide en plus qui a du mal avec les relations sociales, il s'est complètement isolé avec son frère et sa sœur. Il se mélange très peu aux villageois, ils restent dans leur coin et d'ailleurs personne ne sait vraiment ce qu'ils font dans leur maison et de quoi ils vivent. Pour vous dire, c'est un peu la famille flippante du village, vous voyez, quand ils viennent au village c'est assez rare et tout le monde est un peu effrayé par eux, les enfants partent en courant, enfin vous voyez un peu l'ambiance. C'est donc une famille assez atypique et quand la police arrive, ils sont pas au bout de leur surprise. Dans la cour de la maison, le sol est recouvert d'os d'animaux et également de crânes. Ça semble être des ossements de chiens, mais c'est très bizarre d'avoir ça devant chez soi. Ils entrent dans la maison, Arif et Nusrat sont là, mais Farman lui est absent et sa chambre est fermée à clé. Les policiers jettent un œil dans la maison, au premier abord ils ne voient rien de particulier, alors ils demandent à avoir la clé de la chambre de Farman. Ils entrent dans la chambre et ils sont tout de suite frappés par une odeur étrange, un peu comme une odeur de renfermé. En plein milieu de la chambre, une marmite est posée au sol. À l'intérieur, il y a ce qui semble être un curry à la viande. Ce curry a vraisemblablement été préparé par Farman puisqu'à proximité se trouvent des ustensiles de cuisine et notamment une hache de boucher, un couteau de cuisine ainsi qu'une planche à découper. Sur cette planche, on voit des morceaux de gras qui ont été retirés à la viande. La nourriture est infestée de fourmis et les policiers remarquent que les fourmis vont de la marmite jusqu'à sous le lit de Farman. Ils sont intrigués, ils s'approchent du lit, ils se penchent pour regarder en dessous et là il y a des sacs d'engrais. Ils les déplacent et derrière se trouve un grand sac de jute. Intrigués, ils prennent le sac, ils l'ouvrent et là, ils tombent nez à nez avec le corps de Saira. Malheureusement, son corps n'est pas intact puisque ses deux jambes ont été coupées au niveau du genou. Je pense qu'à ce moment-là, on a peur de comprendre où sont passées ses jambes et malheureusement, c'est bien ça. Le curry sera envoyé pour analyse dans un laboratoire qui confirmera que la viande qu'il contient provient bien du corps de Saira Parveen. Les policiers continuent leurs recherches dans la maison et ils ne sont pas au bout de leur surprise. À l'extérieur, ils trouvent la fameuse pelle avec laquelle les frères se rendaient au cimetière, mais ils trouvent également plusieurs cercueils ainsi que des ossements.
Et cette fois-ci, ce sont des ossements humains. Ils sont envoyés pour analyse également, comme le curry, et on leur apprend qu'il s'agit de cadavres qui ont été volés au cimetière eux aussi. Ce sont les corps de 4 jeunes enfants ainsi que celui d'une femme plus âgée. Saïra ainsi que les corps des 4 autres personnes sont rendus à leur famille et à nouveau enterrés. La police arrête les 2 frères, Farman et Arif, mais ils arrêtent également leur sœur Nusrat ainsi que leur tante. Les 2 femmes vont être très vite relâchées puisqu'il s'avère qu'elles n'ont rien à voir avec cette histoire, mais les 2 frères, eux, vont subir un interrogatoire poussé. Farman avoue. Il avoue tout. Il a effectivement déterré les corps de ces 6 personnes en l'espace d'1 an, il les a préparés sous forme de curry et il les a mangés. Il explique qu'en général il faisait bien bouillir la viande et qu'ensuite il la congelait, comme ça dès qu'il avait un petit creux, il pouvait se servir. Arif, quant à lui, nie toute implication. Alors certes, il traînait beaucoup avec son frère, donc il était au courant de ses agissements, mais lui n'a rien fait et surtout, il n'aurait jamais consommé cette viande. Et d'ailleurs, Farman ment quand il dit qu'il fait ça que depuis 2010. Ça fait des années et des années qu'il le voit ramener des corps dans leur maison. Il a tout vu et son frère est un cannibale. Mais Farman va également charger Arif. Il explique qu'une partie de la viande qu'il gardait de côté avait tendance à disparaître et selon lui, ça ne fait aucun doute que c'était Arif qui allait se servir. La question qui vient ensuite, c'est bien évidemment celle du mobile. Pourquoi manger de la viande humaine ? Farman explique qu'il a été traumatisé dans l'enfance parce que son père a tué sa mère et qu'il le torturait. Après enquête, il semblerait que ce soit faux pour la mère de Farman et Arif. Elle n'a pas été tuée par leur père, elle est morte de complications pendant une grossesse. Par contre, la relation des garçons avec leur père est effectivement très tendue. C'est confirmé par un de leurs cousins, Rana Tassawar, qui a été témoin des maltraitances et négligences subies par les garçons quand ils étaient petits. Leur maman est morte alors qu'ils étaient très jeunes et ils ont subi la famine. Pour ceux d'entre vous qui viennent d'Europe et qui se souviennent de leur cours d'histoire, vous devez savoir qu'au Moyen-Âge, il était courant que des nobles asservissent des paysans et viennent récupérer la grande majorité de leurs ressources alimentaires, ce qui les plongeait dans la famine. Les paysans étaient alors obligés de consommer uniquement du pain sec ou des choses comme ça. Eh bien, au Pakistan, il y a eu sensiblement la même chose, mais il n'y a pas si longtemps. J'ai notamment trouvé un article de presse datant de 2003 qui fait encore état de telles pratiques. Des seigneurs féodaux prêtent de l'argent à des personnes pauvres. Ces personnes ne peuvent évidemment pas les rembourser puisqu'ils sont pauvres. Alors les seigneurs les obligent à travailler dans les champs pour rembourser leurs dettes. Ces paysans se retrouvent esclaves parfois sur plusieurs générations. D'autant plus que les seigneurs vont profiter du fait que les paysans soient souvent illettrés et n'y connaissent rien du tout en comptabilité pour se permettre de mettre des intérêts très élevés qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et pour en revenir à notre histoire, c'est exactement ce qui est arrivé à la famille de Farman et Arif Ali. Ils grandissent sans leur maman, dans la pauvreté extrême et avec rien à manger. Leur père, qui est dépassé par la situation, passe son temps à torturer ses fils, surtout quand ils se plaignent d'avoir faim et qu'ils réclament de la nourriture. Ça le met hors de lui, il refuse de leur donner quoi que ce soit et il les frappe. La faim est tellement atroce que Farman et Arif en sont réduits à manger de l'herbe et des feuilles qu'ils trouvent ça et là. Mais quand ça ne suffit pas, ils se tournent vers des cadavres d'animaux. Étant donné que la famine frappe une grande partie du village, ils sont nombreux. Mais là encore, parfois, ils ne trouvent pas de cadavres d'animaux, ils ont encore faim, et c'est comme ça qu'ils vont en arriver à se tourner vers des cadavres humains. Les 2 garçons grandissent, ils deviennent plus forts physiquement et ils vont prendre le dessus sur leur père. Ils arrivent à le maîtriser et ils lui imposent de quitter la maison. Ils se retrouvent alors livrés à eux-mêmes, ce qui ne va pas arranger leur situation ni leur santé mentale. Surtout que je vous rappelle qu'ils ont leur sœur Nusrat à charge qui est très handicapée et qui ne peut pas les aider à quoi que ce soit. Ça, c'est un mobile qui se tient, mais Arif, lui, va donner une autre version des faits. Il faut savoir, aussi étrange que ça puisse paraître, que les 2 hommes ont été mariés et qu'ils ont eu des enfants. Je vous donnerai plus de détails là-dessus par la suite, mais il faut savoir que Arif a vécu plusieurs tragédies puisque un bon nombre de ses enfants sont morts-nés. Je vous ai déjà dit que les Pakistanais avaient tendance à être très superstitieux. Eh bien, Arif est tellement désespéré à ce moment-là qu'il va demander de l'aide à un sorcier. Ce sorcier va lui dire tout simplement que pour avoir
avoir des enfants en bonne santé, il faut consommer de la chair humaine. Ça paraît tiré par les cheveux, mais les policiers vont réellement réussir à mettre la main sur un témoin qui confirme l'existence de ce sorcier. Et quand ils interrogent Farman à ce sujet, il affirme lui aussi qu'il avait un certain attrait pour la magie noire. Il lui arrivait de lire des versets du Coran à l'envers dans le but de jeter des sorts à ses voisins. Et le fameux sorcier avec qui les frères étaient en contact lui avait dit à lui aussi de consommer de la chair humaine parce que ça allait l'aider à faire fonctionner ses sorts contre les voisins. Cependant, le sorcier ne sera jamais retrouvé, donc l'info est quand même à prendre avec des pincettes, même s'il est vrai que les frères faisaient de la magie noire. Mais il existe une troisième hypothèse qui cette fois-ci est avancée par la police. Selon eux, si Arif et Farman consommaient de la viande humaine, c'était à cause de leur divorce. Je vous ai expliqué qu'ils ont été mariés, Arif a eu un fils avec sa femme et Farman, lui, a eu 5 enfants. Ils vivaient tous ensemble dans leur petite maison et leurs 2 femmes les ont quittés à peu près au même moment. Les 2 hommes se persuadent alors que si elles sont parties, c'est pour aller voir d'autres hommes et ils se mettent à consommer de la chair humaine dans le but d'accroître leur virilité. Ce serait une manière pour eux de prendre une revanche sur la vie et surtout sur leur divorce. Au final, quand les 2 femmes ont été interrogées, elles sont pas du tout parties pour d'autres hommes. Il y a une explication beaucoup plus crédible. Et cette explication, c'est bien évidemment le comportement de Farman et Arif. Qui aurait envie d'être marié avec eux? Ils ne travaillaient pas, ils les frappaient. Dès qu'ils quittaient la maison, ils les séquestraient, ils les enfermaient à l'intérieur de cette maison, ils les interdisaient d'en sortir. Mais en plus de ça, ils partaient souvent la nuit faire je ne sais quoi. Enfin, on sait ce qu'ils allaient faire, mais elle savait pas. Pas étonnant alors qu'ils aient été quittés. Peut-être finalement qu'il n'y a pas une seule raison pour laquelle ils ont fait ça, mais plusieurs. Peut-être que toutes les raisons que j'ai évoquées sont vraies. Et on peut dire que leur santé mentale n'y était pas pour rien. Mais ils n'ont pas été vus par des psychologues et la police n'a pas plus approfondi l'enquête que ça. Pour eux, l'essentiel, c'est que l'enquête a été résolue, les criminels ont été arrêtés. Voilà, affaire classée. En tout cas, si avec leur arrestation, vous vous demandez ce qui est arrivé à leur sœur Nusrat qui se retrouve seule, eh bien malheureusement, quelques jours après l'arrestation des 2 frères, elle sera retrouvée morte, noyée dans une rivière. Il semblerait qu'avec plus personne pour la protéger, un villageois en ait profité pour venir la violer et l'assassiner. La nouvelle de l'arrestation des 2 frères fait beaucoup de bruit au Pakistan. Les habitants de leur village et des villages alentours vont devenir complètement parano. Arif a dit qu'il récupérait des corps dans les cimetières depuis des années. Alors comment être sûr que le corps de leurs proches n'a pas été volé et consommé par les 2 frères? Surtout qu'avant l'affaire Saïra Parvin, si vous vous souvenez bien, ils avaient complètement creusé un trou, mais avant ça, ils prenaient quand même la peine de reboucher le trou, ni vu ni connu. Il était impossible de remarquer quoi que ce soit. Surtout qu'avant cet événement, les sépultures étaient généralement placées sur les tombes 40 jours après un enterrement. Ça laissait beaucoup de temps aux frères pour agir. Évidemment, après cette nouvelle, les villageois vont mettre la sépulture beaucoup plus tôt parce qu'ils ont peur que ça se reproduise. Il y a également certains villageois qui vont devenir carrément végétariens. Ils vont développer une phobie, une aversion pour la viande puisqu'à chaque fois qu'ils en consomment, ça les dégoûte. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à cette histoire. Cependant, on peut quand même se demander si vraiment personne n'était au courant. Bizarrement, tous leurs proches les ont lâchés, tout le monde avait coupé les ponts avec eux, mais en plus de ça, ils ont vécu avec des gens. C'est difficilement crédible, en vivant dans une petite maison avec eux, de ne jamais avoir rien vu, de ne jamais avoir rien remarqué. En plus, je vous ai dit qu'ils vivaient dans une maison un peu à l'écart du centre du village, mais ils avaient quand même des voisins et leur maison était entourée d'un tout petit muret, on voyait bien par-dessus. Alors comment est-ce que les gens avaient pu ne rien remarquer? En plus, quand on repense à l'affaire Saïra, je vous ai dit qu'ils avaient tout de suite été pointés du doigt par de nombreux villageois. C'est quand même bizarre que tout de suite tout le monde dise « Ah oui, c'est Farman et Arif ». Alors si la plupart des villageois vont affirmer qu'ils ne savaient rien du tout et qu'ils n'auraient jamais pu imaginer qu'une telle chose puisse exister, certains d'entre eux, vont affirmer le contraire. Ils vont admettre que c'était un secret de Polichinelle et qu'une rumeur circulait depuis bien longtemps dans le village. D'ailleurs, lors de son arrestation, Arif a raconté à la police que dès le premier corps ramené par son frère, il a tout de suite appelé sa famille pour les en informer. Ils ont été horrifiés et ils ont immédiatement coupé les ponts. Et puis les habitants de Darya Khan avaient peur de Farman. Quand il passait au village, il se comportait bizarrement, il brandissait un couteau, il menaçait les villageois et il leur disait qu'il avait des relations haut placées et qu'il pouvait s'en sortir face à n'importe quelle condamnation, qu'il pourrait même tuer quelqu'un sans qu'il lui arrive rien. Et les
villageois avaient tendance à le croire. Et puis de toute façon, cette histoire de cannibalisme, ils préféraient tous penser que c'était juste des rumeurs plutôt que d'imaginer que ça puisse réellement être le cas, réellement exister. Mais pour ceux qui découvrent réellement cette histoire et qui n'étaient au courant de rien, ils tombent des nues et ils sont en état de choc, à tel point qu'ils vont demander à la police de prendre une sanction exemplaire, de les punir très sévèrement. Ils vont même jusqu'à manifester, à bloquer des routes et à exiger le lynchage des deux cannibales. Leur réaction est tellement virulente que les deux hommes sont placés dans une prison haute sécurité et en isolement dans leurs cellules. Mais le souci, c'est que c'est la première fois qu'on entend parler d'un cas de cannibalisme au Pakistan et que les lois ne prévoient rien contre ça. Il faut bien condamner Farman et Arif pour quelque chose. Alors même si le cannibalisme est légal au Pakistan, ils peuvent et ils seront jugés pour intrusion illégale dans un cimetière la nuit, mais également pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Alors ils auraient pu plaider la folie, mais c'est compliqué puisqu'ils n'ont pas été vus par un psychiatre. Et en plus de ça, leur avocat a déclaré tranquillement que oh non, ils sont pas fous du tout, ils sont juste bêtes. Donc il a pas du tout voulu prendre cet angle de défense. Arif et Farman sont finalement condamnés à 2 ans de prison. Leur séjour en prison se passe relativement bien, tout a l'air plutôt normal. Selon les dires des gardiens de prison, ils se comportent normalement et ils finissent par sortir en mai 2013. Les habitants de Darya Khan ne réagissent pas bien du tout à cette nouvelle et ils lancent de nouvelles manifestations. Ils bloquent de nouveau les routes, ils brûlent des pneus et ils menacent de tuer les 2 frères. La police intervient, place les 2 hommes sous protection judiciaire, ils abandonnent leur maison et ils partent vivre quelque part d'autre. En août, il se passe un truc complètement fou. Des journalistes décident de retrouver la trace de Farman et Arif. Ils doivent abandonner leur véhicule et marcher 1 kilomètre à travers les champs de sucre de canne. Mais ils y parviennent et ils sont accueillis par l'oncle des 2 cannibales. Celui-ci est très énervé de voir des journalistes, il leur dit que les 2 frères ne sont pas là et que de toute façon ce ne sont pas des cannibales. Ils sont simplement victimes de la jalousie des autres villageois. C'est vous dire à quel point la honte pèse encore sur la famille de Farman et Arif. Ils ne veulent même pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Finalement, les frères ont l'air d'être réellement absents, alors les journalistes se disent qu'ils vont aller visiter leur ancienne maison, là où tout s'est passé. Ils arrivent, et là, il y a Arif. Arif est en train de se reposer dans un petit cabanon. En voyant les journalistes, il est terrifié. Il se met à bégayer, à transpirer, il a clairement peur pour sa vie. Il lui pose des questions sur les faits, mais ses réponses sont totalement incohérentes. Ça peut venir du stress, certes, mais ça semble surtout confirmer le retard mental dont je vous ai parlé plus tôt. Même s'il n'a jamais été vu par un psychologue, ça semble plutôt évident. Il va quand même dire quelques phrases à peu près compréhensibles, et notamment que ce qu'il a fait ne se reproduira jamais, et qu'il a peur de se faire tuer et d'avoir des problèmes. Arif avait raison d'avoir peur pour son avenir, puisque 1 an plus tard, et plus précisément le 14 avril 2014, la police doit de nouveau se rendre chez eux. Des voisins les ont informés d'une mauvaise odeur provenant de la maison des 2 frères, et connaissant leur passé, l'info n'est pas du tout prise à la légère. Et là, on a l'impression de revivre le même cauchemar. De nouveau, Farman est absent, Arif, lui, se trouve bien sur les lieux, et les policiers découvrent un crâne humain. C'est celui d'un bébé de 2 ou 3 ans qui malheureusement ne sera jamais identifié. Il n'y a que son crâne qui est retrouvé, ses os ne sont pas sur place, et comme la dernière fois, Farman va expliquer aux policiers qu'il a déterré l'enfant au cimetière, qu'il l'a cuisiné sous forme de curry et qu'il l'a mangé. Comme la dernière fois également, Arif nie toute implication, mais affirme qu'il était bien au courant. Cette fois-ci, la police se doute que 1 an s'est écoulé, ils n'ont pas pu faire qu'une seule victime, et ils décident d'aller vraiment vérifier toutes les tombes du cimetière de Darya Khan. Ils veulent savoir combien de corps ont été volés depuis le début de toute cette affaire. Et tenez-vous bien, ils arrivent à un total de plus de 100 tombes profanées. Plus de 100 corps ont été volés par Arif et Farman dans le but d'être mangés. Les 2 hommes sont de nouveau arrêtés, mais cette fois-ci, hors de question qu'ils s'en sortent aussi bien que la première fois. Le souci, c'est que le cannibalisme est toujours légal au Pakistan, donc il faut trouver une autre manière de les condamner. Le procureur va alors décider de les inculper pour acte de terrorisme. En effet, ça fait des années qu'ils terrorisent littéralement la population, et en plus, il ajoute que vu les mauvaises odeurs qui se dégagent de leur maison, ça peut également être considéré comme un acte de terrorisme. Ils prennent 12 ans de prison et une amende qui s'élève à 700 000 roupies.
À l'issue du procès, le procureur va demander à ce qu'une loi soit créée afin d'enfin rendre le cannibalisme illégal au Pakistan. La loi sera bien créée, mais elle ne va pas passer. Alors aujourd'hui, il est toujours légal de consommer de la viande humaine au Pakistan. Les deux hommes sont finalement sortis de prison en 2020 et ils ont été accueillis par leur famille en toute discrétion. Peu de temps après, Arif est tombé malade et il est décédé. Quant à Farman, il a encore fait des siennes puisqu'en 2022, une plainte a été déposée contre lui. Il a été vu dans un cimetière en train de brûler des copies du Coran. Pas très rassurant de savoir qu'il y a quelques mois seulement, Farman traînait encore dans des cimetières pour faire je ne sais quoi de bizarre. Toujours est-il que si le public ignore où il habite, la police, elle, est bien au courant de son adresse et garde un œil sur lui. C'était l'histoire des deux frères cannibales, Arif et Farman Ali. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines affaires.